La session parlementaire de septembre s'ouvre ce lundi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il s'agit d'une session essentiellement budgétaire qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu à la une des pétitions initiées contre les membres du bureau des deux chambres de ce Parlement. Au Kwilu, 2 semaines après la rentrée scolaire, plusieurs écoles du secteur Wamba dans les territoires des Bagata n'ont toujours pas ouvert leurs portes. Les élèves et enseignants sont absents suite à la présence continue des miliciens Mobondo dans plusieurs villages. Dans le monde, le Qatar organise en urgence ce lundi un sommet arabo-islamique pour condamner l'attaque de l'État hébreu sur son sol. 6 jours plus tôt, les dirigeants des 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique et des 22 membres de la Ligue arabe seront présents. Les projets de communiqué final appellent à une ferme condamnation de l'agression israélienne contre les Qatar. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Rentrée parlementaire ce lundi 15 septembre, conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Après 3 mois de vacances parlementaires, les élus reprennent le chemin de l'hémicycle aujourd'hui. Il s'agit d'une session essentiellement budgétaire qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu et à la une des pétitions initiées contre les membres des bureaux de 2 chambres du Parlement. Les recettes du budget passent de 90,8 milliards de dollars à 12 milliards de dollars, suivant les assignations transmises par l'Argentine nationale au ministère du budget. Le ministre des Finances a officiellement les assignations des recettes au ministère du budget pour intégration dans la loi des finances exercice 2026. Par une lettre officielle, l'Argentine nationale transmet au ministre du budget les assignations de ces recettes des régies financières sous son autorité en sa qualité d'ordonnateur général de toutes les recettes du budget du pouvoir central. Doudou Fambali Kounde Libotaï, ministre des Finances, fait passer les assignations budgétaires de ces recettes. Suivez. 20,3 milliards de dollars américains, tel est l'avant-projet du budget adopté en Conseil des ministres. Face à ce défi, les régies financières, sous l'encadrement du ministre des Finances Doudou Famba, sont appelées à mouiller les maillots, comme d'habitude. 20,3 milliards de dollars américains comme budget pour 2026. L'opinion publique se demande quels sont les éléments qui concourent à une telle augmentation du budget de la République démocratique du Congo. En RDC, le budget de l'État est constitué essentiellement des recettes en ressources propres, ajoutées à cela les financements extérieurs. Vous comprendrez par là la grande participation du ministère des Finances avec les 3 régies financières sous sa tutelle. Pour le ministre Doudou Famba, la mobilisation des recettes est non seulement une exigence budgétaire, mais surtout un levier de croissance économique et de création d'externalités positives pour le pays. La réussite de cette démarche suppose d'une discipline accrue, une meilleure gouvernance et l'engagement de toutes les régies financières. Notons que au courant du mois d'août de cette année, les recettes réalisées se sont élevées à un point de 955 milliards de francs congolais, soit 103% par rapport aux prévisions mensuelles. On cumule les recettes mobilisées du 1er janvier au 31 août 2025 atteignant les 18 110 milliards de francs congolais, soit 97% des prévisions. Pour renforcer la mobilisation des recettes, plusieurs réformes ont été mises en œuvre. L'accélération de la génération de la facture normalisée, la mise en place de la télédéclaration de la TVA dans les structures opérationnelles de la DGI, la simplification des procédures et la digitalisation des services, le renforcement de la performance des régies financières. Ces ministères visent à améliorer l'efficacité de la collecte des recettes et à garantir une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, a séjourné à Uvira, au sud Kivu, précisément dans la ville d'Uvira, siège provisoire des institutions provinciales. Le gouverneur de cette province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, remercie de vive voix le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a prêté une oreille
attentive à son plaidoyer. À sa descente d'avion à l'aéroport Melchior Ndandaye, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a été accueilli par le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Poroussi Sadiki. Aussitôt, il s'est immédiatement dirigé à Uvira, la deuxième ville du Sud-Kivu, devenue siège provisoire des institutions. À la frontière des camps Uvira, qui sépare la RDC et le Burundi, le gouverneur de province a de nouveau souhaité serrer la main au vice-premier ministre, Jacques Chabani, noyé dans une impressionnante foule composée notamment par les habitants de la ville d'Uvira, des cadres et militants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation qui prônent la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le président de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, les membres du Conseil provincial de sécurité, des responsables des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP Ouazalendo, tous ont été mobilisés bien avant par le gouverneur de province pour réserver un accueil digne à Jacques Chabani qui était à la tête d'une forte délégation ministérielle dépêchée par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour prendre la température de la situation sécuritaire au Sud-Kivu. Après l'accueil, le vice-premier ministre s'est rendu au gouvernorat où il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur Jean-Jacques Poroussi pour s'enquérir de la situation générale de la province du Sud-Kivu touchée par la guerre d'agression avant de présider un conseil provincial de sécurité élargi à d'autres autorités au cours duquel le professeur Jean-Jacques Poroussi fait les points. Je tenais tout d'abord à remercier très sincèrement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens à remercier sincèrement sa sollicitude et sa détermination à ce que la paix et la sécurité reviennent ici. Et aujourd'hui, effectivement, je suis parti en plaidoyer à Kinshasa. Et la haute autorité a décidé d'envoyer une équipe, une très forte équipe ici, gouvernementale, civilo-militaire. Il a été dit qu'il y a évolution positive de la sécurité. Et le fait d'avoir envoyé cette forte délégation, cela nous encourage la population du Sud-Kivu et celle d'Uvira en particulier. Jusqu'à tard dans la soirée, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, assistés par les gouverneurs des provinces, continuent des audiences. Cette mission, qui ne se limite pas seulement à une réponse sécuritaire, s'inscrit aussi dans une vision politique plus large de stabilisation et de réformes institutionnelles dans la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et pour mettre fin à la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC, particulièrement dans cette province du Sud Kivu, tous les moyens sont mis en marche par les autorités provinciales afin de barrer la route à l'ennemi. À l'occasion d'une ronde des prières à Uvira, notamment en la cathédrale Saint-Pierre, plutôt Saint-Paul, à la 37e communauté, à la 8e CEPAC, le gouverneur professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki a appelé hier dimanche à la cohésion sociale et à bannir le tribalisme pour faire face à l'ennemi AFC M23. Le gouverneur du Sud-Kivu, avec à ses côtés quelques ministres provinciaux et des membres de son cabinet, a communié avec les fidèles des différentes confessions religieuses dans la ville d'Uvira. Après avoir prié avec les chrétiens catholiques dans une messe célébrée en la cathédrale Saint-Paul de la ville éponyme, le gouverneur s'est rendu à la 37e communauté des Assemblées des Dieux du Congo, 33e KDC de la communauté Banyamulenge, avant de clôturer sa journée de sensibilisation à l'église du centenaire 8e CEPAC Kasenga. Partout où il est passé, le gouverneur a répercuté le message du président de la République Félix Tshisekedi, appelant à la cohésion sociale, à la cohabitation pacifique et à la lutte contre les massacres des haines et des divisions pour ne pas ouvrir la voie à l'ennemi qui est la FCM23 soutenu par les Rwandais. Je suis sûrement ravi. Donc mon but était de venir encore une fois passer le message du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que toutes les communautés, toutes les églises agréées, tous citoyens congolais se sentent à l'aise, se sentent chez eux. Il n'y a pas des faux et des vrais citoyens, nous sommes tous congolais. Un message très bien reçu par les responsables de ces communautés religieuses qui ont réitéré leur soutien au chef de l'État et ont promis de continuer à prêcher la paix et les vivre ensemble. La communauté Banyamulenge qui se trouve ici à Uvira, non seulement à Uvira et partout ailleurs, est derrière sa vision de relever la nation. Nous sommes ravis de joie, très ravis même, de recevoir une autorité telle que le gouverneur de province. Pendant ces temps, la forte délégation gouvernementale et militaire envoyée par le président de la République à Uvira continue ses consultations dans le cadre de trouver des pistes et des solutions pour une cohabitation pacifique et une paix durable.
Je le disais, la recrudescence du phénomène Mobondo continue de perturber l'enseignement dans certaines zones de la province du Kwilu. Plusieurs sources renseignent que diverses écoles du secteur de Wamba, dans les territoires des Bagata, n'ont toujours pas ouvert leurs portes depuis la rentrée scolaire de cette année, il y a 2 semaines. Selon le député national élu de la circonscription, Gary Sakata, il s'agit d'une situation récurrente depuis quelques années sans changement. Ces derniers invitent le gouvernement à garantir la paix et à faire respecter le droit des enfants à l'éducation. L'élu des Bagata avait livré cette information à nos confrères d'actualité.cd. Nous allons y revenir avec force détail lors de nos prochaines éditions. La vidéo tendant à semer le malentendu entre le commandant suprême et le chef d'état-major général postée sur la toile par Honoré Kabongo ne constitue pas une source d'information. Pour le général Sylvain Ekenge Bomoussa, porte-parole des FARDC, M. Kabongo doit cesser de communiquer sur une matière qu'il ne maîtrise pas. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était l'unique représentant du président de la République. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. En plus, la réunion du chef d'état-major général prévue avec les FARDC et les Wazalendo dans un cadre approprié avait été préalablement annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Après la réunion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général s'est bel et bien entretenu sans tambour ni trompette avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo dans la salle de réunion du secteur opérationnel. Un cadre idéal pour les rencontres de ce genre. Honoré Kabongo aurait peut-être souhaité voir ses contacts présents avec caméra et micro pour renseigner l'ennemi. Qu'il sache que les questions de défense et de sécurité ne se traitent pas devant tout le monde, moins encore sur la place publique. À ce sujet, Honoré Kabongo n'a pas de leçons à donner à l'armée, surtout qui n'a aucune notion de base sur le service militaire. Monsieur Honoré Kabongo Chibundi doit apprendre à mesurer ses propos et à faire preuve d'humilité lorsqu'il aborde des questions qu'il a difficiles à cerner et à maîtriser. Car, comme le dit une sagesse populaire, il est amoral et même dépravé de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. À l'initiative de l'Église des Réveils du Congo, RC en sigle, le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a accueilli un culte patriotique placé sous les signes de la paix et de la réconciliation, rassemblant des autorités politiques, religieuses et des fidèles venus de divers horizons. L'événement s'est tenu sous les thèmes évocateurs « Une Église unie pour une nation forte ». Un message fort d'unité et de cohésion nationale a été porté par l'archevêque président Évariste Ejiba Yamapia, salué par de nombreux participants. Le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a accueilli le culte patriotique de l'Église de Réveil du Congo, ERC,
Plein comme un œuf, la salle de l'hémicycle a reçu plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs. L'archevêque président et représentant légal de l'Église des Réveils du Congo et président de la plateforme de confession religieuse, le gouverneur du Haut-Katanga, le conseiller principal du chef de l'État en matière de l'éducation, sciences, culture et arts, associations et questions religieuses et plusieurs confessions religieuses représentées. Quelques temps forts ont caractérisé ce culte patriotique de paix et de réconciliation arboré sous la thématique « Une Église unie pour une nation forte ». La présentation de l'initiative, le message de l'archevêque Évariste Ejibaya Mapia, le mot de son Excellence Martin Kazembe Choula, gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que l'installation des comités de la région de l'Église de Réveil du Congo, Grand Katanga et ceux provinciaux du Haut-Katanga. Nous avons dit une Église unie pour une nation forte. C'est par là que nous avons montré que notre unité en tant que Congolais, c'est autour des institutions de la République. Notre unité en tant que Congolais, c'est autour des lois de la République et donc la Constitution. C'est à ce titre que nous avons dit que le tribalisme n'a pas de place. Le message de haine, ça n'a pas de place. Les messages séparatistes, ça n'a pas de place. Et que tous comme peuple, nous puissions travailler pour le développement du Congo. Quelques participants à ce culte patriotique de paix et de réconciliation n'ont pas caché leur satisfaction et encouragé l'archevêque président et représentant légal de l'Église de Réveil du Congo pour ce vibrant message d'unité distillé à ce jour. Une Église unie pour une nation forte, c'est le message de l'heure. À Kinshasa, la Fondation Jocal s'apprête à organiser la finale du concours Fais briller ton talent, une initiative destinée à révéler les jeunes pousses de l'entrepreneuriat congolais. 20 projets sélectionnés après un programme intensif de mentorat seront présentés le 20 septembre prochain. À notre prospérité pour toujours. À quelques jours du concours de projet Fais briller ton talent, prévu le 20 septembre à l'hôtel Rotana, la Fondation Jocal, sous la coordination de maître Hervé Chibangu Ilunga, a procédé à la sélection de 20 meilleurs projets issus de son programme de formation en mentorat. Ces initiatives seront présentées et défendues devant un jury qualifié composé d'experts et des personnalités du monde entrepreneurial. La cérémonie de clôture de la phase préparatoire s'est déroulée en présence de la directrice générale adjointe du FOGEC, Hélène Ngakuro, ainsi que du vice-coordonnateur adjoint de la Fondation Jocal, Miguel Biaya. Ce programme a suscité un vif enthousiasme parmi les jeunes participants, heureux d'avoir bénéficié d'un accompagnement gratuit en formation et en orientation. L'événement illustre la volonté de la Fondation Jocal de promouvoir l'innovation, de stimuler l'esprit entrepreneurial et d'offrir une véritable opportunité aux talents de la jeunesse congolaise. On va prendre l'actualité sur l'autre rive du fleuve Congo. En visite officielle à Oman, le ministre Christelle Sassou Nguesso a transmis un message du président Denis Sassou Nguesso au sultan d'Oman. Une mission qui s'est accompagnée des démarches diplomatiques et de la promotion de la candidature d'Edouard Firmin Matoko à la tête de l'UNESCO. Le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso est en mission à Oman. Il est porteur d'un message du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, destiné au sultan d'Oman. Ce message a été remis officiellement au ministre des Affaires étrangères de ces pays lors d'une audience solennelle à Mascate, la capitale. Cette audience nous a permis de faire un tour d'horizon des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et grande a été ma surprise d'ailleurs, puisque à ce jour, il n'y a pas de relation diplomatique établie entre la République du Congo et le sultanat d'Oman. C'est donc un nouvel axe de coopération que nous sommes amenés à ouvrir. Nous avons convenu que les équipes respectives vont se mettre très rapidement au travail pour que des accords soient préparés. Premièrement, un accord cadre de coopération qui permettra ensuite de pouvoir établir
tous les accords respectifs et sectoriels. Un acte de haute portée diplomatique suivi également par une autre mission importante du gouvernement Makosso, celle de la promotion de la candidature d'Edouard Firmin Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO. J'ai pu également parler de la candidature que le gouvernement de la République du Congo porte, qui est une candidature d'expérience, qui est une candidature que nous trouvons très solide. Et le sultanat d'Oman est un des pays du conseil exécutif qui vote. Et cette candidature a été très bien accueillie. Profitant de cette mission officielle, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a eu plusieurs échanges fructueux avec le partenaire d'Oman. Et nous avons pu échanger sur les différents secteurs du plan national de développement 2022-2026. Pour lesquels ils ont marqué un intérêt particulier. Et nous allons faire en sorte qu'il y ait très rapidement un protocole d'accord qui soit signé entre le gouvernement et cette structure. À travers cette visite, la République du Congo veut offrir de nouvelles pistes de coopération bilatérale avec ces pays. Le Qatar a convoqué de toute urgence un sommet arabo-islamique ce lundi 15 septembre afin de dénoncer l'offensive israélienne sur son territoire. Les chefs des 57 nations membres de l'Organisation des coopérations islamiques et des 22 pays membres de la Ligue arabe vont assister à cet événement. Le projet de communiqué final demande une ferme condamnation de l'agression israélienne à l'encontre du Qatar. Avec cette rencontre, le Qatar cherche à rassembler le monde musulman contre Israël. Suite aux frappes israéliennes sur Doha le mardi 9 septembre dernier, alors que des intermédiaires du Hamas tenaient une réunion dans leur bureau, l'Émirat souhaite afficher sa réaction et qu'il n'est pas isolé. Plus de 70 nations ont accepté son invitation. On confirme la présence du président iranien ainsi que celle du premier ministre pakistanais. Le porte-parole de la diplomatie qatarienne a déclaré que l'intention est de débattre d'un projet de résolution concernant cette attaque qui est une illustration du terrorisme d'État exercé par Israël. Selon des sources égyptiennes, le texte en préparation rejette totalement les menaces israéliennes de réitérer des frappes contre le Qatar ou tout autre pays arabe et islamique, le Caire ayant également pu être la cible d'une attaque de l'État hébreu. Les documents précisent également que l'intention de l'attaque était de minimiser les possibilités d'atteindre une résolution du conflit à Gaza grâce à la médiation entre Israël et les Hamas orchestrée par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Cependant, les chefs de la diplomatie qatarienne a précisé que la médiation se poursuivra. Finalement, le projet de résolution désigne les actions israéliennes à Gaza et la colonisation en Cisjordanie comme étant d'épuration ethniques et des génocides qui mettent en péril tout ce qui pourrait avoir été accompli grâce à la normalisation des relations avec Israël. Doha pourrait donc compter sur les soutiens pro-palestiniens des nations ayant répondu favorablement à son invitation et sur la peur que d'autres offensives se produisent dans la région. Cette initiative vise à montrer explicitement l'unité du monde musulman face à l'État hébreu selon les intentions de l'Émirat. Même si leurs relations avec le Qatar peuvent être parfois compliquées, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont déjà exprimé leur soutien à Doha. Le Qatar s'engage à obtenir une déclaration solide et une réponse légale respectant le droit international contre Israël à l'issue de ces sommets. Israël a déjà bombardé l'Iran, la Syrie, le Liban et le Yémen et continue son attaque dévastatrice à Gaza et en Cisjordanie occupée. Et on va ouvrir notre page des sports. Comme tout le lundi, j'ai le plaisir de recevoir de l'autre côté du plateau Christian Bokaya Doucouré. Il a un menu assez fourni, essentiellement football, mais il y aura aussi la boxe. Christian Bokaya Doucouré va effectuer son entrée dans les secondes qui suivent pour nous parler de tous ces détails. Voilà, il est là, fidèle à son poste. C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. La session parlementaire de septembre s'ouvre ce lundi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il s'agit d'une session essentiellement budgétaire qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Et elle a une des pétitions initiées contre les membres des bureaux des deux chambres du Parlement.
Au Kwilu, 2 semaines après la rentrée scolaire, plusieurs écoles du secteur de Wamba dans les territoires des Baguettes n'ont toujours pas ouvert leurs portes. Les élèves et les enseignants sont absents suite à la présence continue des miliciens Mobondo dans plusieurs villages. Dans le monde, le Qatar organise en urgence ce lundi un sommet arabo-islamique pour condamner l'attaque de l'État hébreu sur son sol 6 jours plus tôt. Les dirigeants des 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique et des 22 membres de la Ligue arabe seront présents. Restez avec nous, l'actualité c'est aussi la revue de presse. Et la lecture transversale des journaux parus ce lundi, c'est avec vous, Héritier Tambois. Vous êtes déjà en place. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Nathalie. Atterrissage retardé du vol du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Plusieurs observateurs redoutent le pire à la nation. C'est ce que rapportent la plupart des journaux parus ce lundi. Vous le savez bien, Nathalie Yoko, la vie humaine est sacrée et donc sa protection a une valeur inestimable. Et surtout, il s'agit là de la sécurité du chef de l'État. L'opinion redoute le pire, renseignent les journaux parus ce lundi. Les cas du tabloïd Le Potentiel qui s'est interrogé à sa 8e page en titrant « Panne d'électricité à l'aéroport de Njili, simple incident technique ou menace sur la sécurité nationale ». Pour ces journaux, l'événement interpelle vivement sur les faiblesses structurelles de l'aéroport et pose des questions cruciales. Le Potentiel souligne que cette crise révèle une problématique plus large de gestion et de gouvernance dans les infrastructures publiques congolaises. À travers son titre, la référence, plus que vous allez voir juste derrière moi, nous fait savoir de son côté que Claudel Loubaya exige la démission de Jean-Pierre Bemba du ministère de Transport après les drames d'Njili et du fleuve Congo. D'après ce journal, l'opposant a dénoncé l'échec de l'ensemble de la politique gouvernementale en matière de transport et voie des communications, appelant à la démission immédiate du ministre sectoriel. D'un média à un autre, l'hebdomadaire et journal titre sa une après la suspension du commandant de l'aéroport d'Njili, une mission d'administrateur mise en place pour des décisions idoines. À sa 3e page, le journal nous fait savoir que la mission dépêchée a pour objectif faire un état des lieux et formuler des propositions idoines en vue d'améliorer les fonctionnements de cette infrastructure stratégique en République démocratique du Congo. Public performant. Certaines voix parlent de la scission de la SNEL, Héritier. Eh bien, Nathalie Yoko, le journal La Prospérité a tenté de répondre à cette question à travers la tribune d'un expert en suivi-évaluation, Tite Lyongi Nkonkoy. Il s'agit là de sa 4e tribune placée sous le thème « La scission de la SNEL, une thérapie ou bien un suicide énergétique programmé en République démocratique du Congo ». Suivant l'analyse de cet expert, rapporte La Prospérité, l'obligation de dresser un plan de redressement et de restructuration axé sur la modernisation des infrastructures, la digitalisation des services, l'amélioration des performances financières et la transformation des opérations de la SNEL est plus qu'indispensable, Nathalie, pour assurer un service public performant. Tite Lyongi suggère pour que la réussite d'une scission de la SNEL ou d'une volonté de redressement de son plan d'action dépend de l'engagement du gouvernement à mettre en place un cadre législatif et réglementaire clair et stable, favorisant, n'est-ce pas, les investissements privés dans le secteur de la production indépendante d'électricité, réformer la gestion de l'entreprise pour la rendre plus performante, j'en termine là-dessus, et
éthique, construire de nouvelles infrastructures énergétiques. Cas de Inga 3, Nathalie, moderniser les infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité en République démocratique du Congo. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Nathalie Yuko. Merci beaucoup, Héritier Tombo, pour tous ces détails. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis la commune de Lantélé. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.